on est dans le cloud, on est dans les airs. Bonjour à tous. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Bonjour tout le monde. On a du monde aujourd'hui. On a Eric, on a Clément, on a Philippe de l'équipe Sea-West. Ouais. Je peux les dire en entier. Eric Champarneau, Clément Dupont-Roch, Philippe Julien. On a aussi Audrey, que vous ne voyez pas, qui est à la télé. Florence Lagarde pour AutoActu. Merci. Et notre invité est Christophe Duchâtel, directeur commercial de Volvo. Bonjour. On remercie de sa présence. On remercie d'être venu, d'avoir rejoint les locaux Seaways. On dira à la fin si ça validait le merci. Oui. Mais avec plaisir en tout cas. On est confiant. On est confiant. Donc on va parler Volvo, on va parler véhicules électriques. Aujourd'hui, vous savez, cette année, on fait, je meuble pendant que les gens s'inscrivent et rentrent. On fait les marques. On va faire les différentes marques. On avait Citroën la semaine dernière. Là, on a le plaisir d'avoir. Le mois dernier, Eric. Pardon? Le mois dernier. Ça passe vite. Je dis la semaine dernière. Ah oui, le mois dernier, oui. On fera le webinoto toutes les semaines un jour, mais là, pour l'instant, c'était le mois dernier. Et donc, on se concentre aujourd'hui sur Volvo. Voilà, vous étiez plus d'une centaine à vous être inscrits. Le compteur monte et d'habitude, on laisse une petite minute, pas plus. Elle est passée la minute. C'est passé. Donc, Florence, tu lances le. Je lance. Tu Donc, lances bonjour à tous. Officiellement, bonjour. Merci de nous rejoindre pour ce webinoto mensuel. Nous allons parler aujourd'hui de Volvo et de comment une marque se transforme pour avoir une gamme 100% électrique très bientôt, puisque c'est 2026. C'est ça. Merci Christophe Duchâtel d'être présent parmi Avec nous. plaisir. Comme d'habitude, on commence par Eric Champarneau qui va présenter la macro, les bons chiffres du commerce mondial et du moral. Et ensuite, nous aurons Philippe Julien qui présentera le marché automobile, les prévisions de Seaways et les performances de Volvo. Et ensuite, on aura la discussion avec Christophe. Alors, Eric, c'est à toi. Merci Florence. Je vais prendre effectivement la dizaine ou quinzaine de minutes habituelles pour vous faire un pointage sur la dynamique macroéconomique d'ensemble. Un léger mieux en attendant mieux. Voilà, il faut trouver un titre tous les mois. Et en fait, c'est la sensation que j'ai eue après avoir compilé, synthétisé toutes les informations qui sont tombées dans le courant du mois dernier. Léger mieux en attendant mieux. Alors déjà, c'est un léger mieux international, mondial, européen à la limite. Plus que français, hélas. Alors, je vais m'en expliquer. Sur la première slide, effectivement, Florence l'a dit, on a un commerce mondial qui s'améliore. Vous voyez, ça, c'est l'Organisation mondiale du commerce qui fait un pointage, elle aussi, un indicateur composite des mouvements sur les tankers, sur les containers, etc., des grands mouvements de transport de marchandises. Et on voit qu'on était en zone de décroissance au mois de mai l'année dernière, qu'à l'été, on était toujours légèrement en dessous de 100 et que après, enfin là, le dernier indicateur, c'était le 12 mars, on est repassé un tout petit peu en positif. Donc ça se dégrade pas, malgré toutes les tensions géopolitiques un peu partout. Peut-être qu'elles se banalisent, elles se normalisent. Toujours est-il que le commerce reprend un peu. Et c'est plutôt pas mal pour les pays qui font de l'export, qui ont un solde commercial qui tire leur croissance, ce qui n'est pas le cas de la France. Voilà, mais donc un petit peu mieux au niveau international. Et pour réassurer cet indicateur, celui cette fois-ci des directeurs d'achat de IHS, en fait, on interroge un petit peu partout dans le monde et c'est fait aussi par pays, je vous les montre parfois pour la France ou pour l'Europe. On interroge les directeurs d'achat qui sont la vigie et les indicateurs avancés d'activité sur les dépenses qu'ils vont faire, ce qu'ils prévoient de faire comme dépenses dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Et là, on voit aussi qu'en début d'année, ça se redresse un tout petit peu. Voilà, donc on est sur une phase de normalisation, on peut aller sur la slide suivante, de normalisation des conditions financières et monétaires. Donc la désinflation qui est enclenchée depuis un certain temps maintenant se poursuit globalement un peu partout et
permet d'arrêter d'augmenter les taux et de squeezer, de contraindre l'économie. Mais voilà, là, on est sur une espèce de momentum où ça arrête de... Les taux ont arrêté de monter, mais n'ont pas commencé à diminuer. L'inflation a fortement baissé et la baisse va ralentir. La vitesse de la baisse des prix va ralentir, voire même il y aura des petits rebonds, comme on en a eu un en France, il y en a eu un aux États-Unis d'un dixième de point. C'est reparti de 3,1 à 3,2. Ça a suffi pour rendre prudent la Fed qui s'est réunie il y a 2, 3 jours et qui a décidé de ne pas bouger ses taux et qui a annoncé qu'elle ne les bougerait pas avant l'été. Voilà, pour éviter que la chaudière reparte trop vite, trop fort aux États-Unis. Ils ont fait exactement l'inverse de ce qu'on a connu en France il y a quelques semaines. Ils étaient à 1,4% de prévision de croissance sur l'année aux États-Unis. Ils sont passés à 2,1. Donc, aux États-Unis, la croissance va bien, même un peu trop bien, pas de baisse de taux. En Chine, c'est pas tout à fait la même façon de gérer l'économie. C'était le nouvel an lunaire il y a quelque temps, donc il y avait le traditionnel rassemblement du Parti communiste chinois, qui fait évidemment la pluie et le beau temps, y compris sur la macroéconomie, pas à 100%, mais en fait, ils ont maintenu l'objectif de 5% de croissance en parlant de nouvelles forces productives, ce qui a fait beaucoup de littérature, mais personne ne sait bien de quoi il s'agit. Les statistiques sont suspectées d'être un petit peu truquées, on serait à moins de 5%. Bon, en tout cas, une chose est certaine, c'est que la Chine ne peut pas s'en sortir à moins de 5% de croissance, donc ils font tout leur possible pour faire du 5% de croissance. Donc les États-Unis qui vont bien, la Chine qui de gré ou de force maintiendra autour de 5%. On a donc un cadre macroéconomique mondial qui reste modérément porteur, enfin, qui ne se dégrade pas comme on aurait pu le craindre quand on a eu la forte augmentation des taux d'intérêt. Le point un peu noir, et surtout pour l'Europe et surtout pour la France, c'est que si la croissance s'est maintenue après le rebond post-Covid, c'était, je le dis à chaque fois, hein, c'était vraiment les politiques budgétaires, hein, les finances publiques, l'endettement qui permettait de tenir la croissance. Bon, vous avez suivi l'actualité, euh, ça dure depuis quelques semaines et ça va continuer. Il y a des économies qui sont prévues en France de 10 milliards d'euros cette année, 20 milliards d'euros l'année prochaine, pour simplement rejoindre d'ici 2027 les 3% de déficit. Euh, on a les agences de notation qui vont nous renoter d'ici, je crois, un mois, Fitch et Standard Poor's. Et donc, il va falloir faire montre d'une fermeté, d'une rigueur, sinon on va dégrader la note de la France, de sa dette. On va payer plus cher le service de la dette et le service de la dette est en train de devenir le premier poste de dépense publique en France. Donc voilà, le message, c'est que ça va se durcir en termes de politique budgétaire. Bon, les prix continuent de baisser sur l'énergie, ou plutôt de stabiliser à un niveau moyen pour le pétrole, hein, à gauche. Et on est sur les 80 dollars le baril, donc niveau plutôt moyen. Ça continue de baisser sur le gaz. Donc on a quand même devant nous un petit peu de poursuite de la baisse des prix dans le monde, en Europe, en France. Les statistiques d'emploi se sont calmées, mais l'effet des inflations devrait assurer un peu mieux du côté du pouvoir d'achat. Ce qui, on l'espère, alors voilà, je fais le bilan en une seule image, hein. On n'a pas bougé depuis, je crois qu'on n'a pas bougé depuis fin d'année 2023 sur les projections. États-Unis, ça ralentit un tout petit peu. Chine, ça stabilise, ça baisse un tout petit peu aussi. Et puis 2 dixièmes de points, donc en gros, c'est à peu près étal en Europe entre 2023 et 2024. Les prix, je l'ai dit, ça continue de diminuer. Là, c'est l'indice harmonisé. Donc, les prix en France, qui étaient sensiblement supérieurs à ceux de l'Europe, enfin, la dynamique d'évolution était supérieure à celle de l'Europe, elle est en train de converger. Et le gouverneur de la Banque de France a l'air tout à fait sûr de lui en indiquant que d'ici un an, on aura un peu plus d'un an, fin 2025, je crois, on sera revenu à 2%. Donc, la hausse des taux aura fonctionné. Ils auront bien évidemment diminué d'ici là. Parce que c'est en ce moment hein, que la hausse des taux coûte cher à la croissance, hein. C'est l'investissement des entreprises est complètement obéré par les difficultés à se financer, la cherté du financement, et puis vous le savez, hein, l'investissement des ménages, à savoir l'achat dans le neuf immobilier, est super déprimé et ça commence pas à s'améliorer. La confiance des ménages,
alors, bouteille à moitié vide, bouteille à moitié pleine, si on la prend en profondeur historique, on se dit qu'on reste en dessous le 100 moyen, donc c'est pas bon. Après, si on regarde la dynamique court terme, eh ben, depuis le milieu de l'année dernière, lentement, mais quand même assez sûrement, régulièrement, la confiance des ménages s'améliore. Bon, les beaux jours arrivent, les Jeux Olympiques. S'il n'y a pas de trop mauvaises nouvelles sur les prélèvements obligatoires, ce genre de choses, on peut s'imaginer que ça va continuer de s'améliorer. Et ça fait un an qu'on vous dit que c'est la clé. Le pouvoir d'achat va s'améliorer, mais il faut que le vouloir d'achat s'améliore, que l'épargne, le taux d'épargne diminue, il reste élevé, on va le voir tout à l'heure. Et ça tient au moral. Ça tient vraiment à la confiance qu'on a dans le futur. Donc, le bon signe, c'est que côté ménage, ça va de mieux en mieux. En revanche, côté entreprise, la glissade, la pente reste un petit peu la même. On est passé sous le niveau 100, hein. Vous savez, le niveau 100, c'est le niveau au-dessus duquel on est en croissance, au-dessous duquel on est en décroissance. Ben, on est venu se poser juste en dessous de 100. Les carnets de commandes sont pas bons, les trésoreries sont pas bonnes, les défaillances sont revenues au niveau pré-Covid. Alors évidemment, ce qui paraît un petit peu étonnant, c'est que certaines entreprises font montre de résultats excellentissimes avec versement de dividendes, c'est pas mal commenté aussi. Mais le tissu des entreprises en France ou en Europe, c'est quand même autre chose et il y en a beaucoup qui souffrent aujourd'hui. Et donc la situation n'est pas seulement celle des entreprises du CAC 40. Voilà, donc la grande inconnue, je vais bientôt laisser Philippe pour prendre la parole et on va passer au marché automobile. La grande inconnue sur la croissance de l'économie en France, c'est la consommation des ménages qui fait 55% du PIB et 80% de la dynamique de croissance quand on repart. On est toujours aujourd'hui sur 17,5 de taux d'épargne. On était à 15% avant le Covid, on est monté à largement au-dessus de 20. Euh, il n'y a pas de consensus sur l'évolution. Voilà, vous avez sous les yeux les prévisions de tous nos confrères enfin, des banques, des confrères et des banques sur l'évolution du taux d'épargne. Il y a un point d'écart et c'est vraiment ça qui fera que la projection de croissance qu'on va vous donner dans un instant tiendra ou pas. Il y a une possibilité que ça fasse mieux, mais il y a plus de possibilités que ça fasse moins bien. Donc aujourd'hui, encore une fois, tout est une question de confiance parce que le pouvoir d'achat, il est définitivement en territoire positif. Les créations d'emplois ont diminué, mais on est sur un taux de chômage qui est quand même historiquement bas. Donc techniquement, sur les fondamentaux, tout serait plutôt en place pour que les taux d'épargne diminuent, mais les gens ne sont pas rassurés, donc ils ne le font pas aujourd'hui. Alors, voyons, voilà ce qui matérialise ce que je viens de dire. C'est une enquête de l'INSEE qui donne les intentions soit d'épargner, donc c'est la courbe en bleu, vous voyez, elle reste aujourd'hui, ça c'est les intentions futures, donc il n'y aura pas de miracle dans le prochain trimestre, hein. On sera sur un taux d'épargne qui restera fort, et puis les intentions de consommer, de faire des achats importants, restent à un niveau très très bas. Je me suis demandé si la petite remontée là, de fin d'année 2023, début 2024 n'était pas liée au leasing social, hein, qui a valu une augmentation de consommation en biens durables, évidemment. Mais après, tout de suite après, vous voyez, en février, c'est redescendu. Donc, pas de miracle sur la fin du premier semestre, et c'est au deuxième semestre qu'on espère voir se matérialiser un début de désépargne. Pour une projection de croissance, alors on vous l'a même mis jusqu'à 2026, projection de croissance qui serait étale en 2024 par rapport à 2023, 0,9, 0,9, avec une légère augmentation de la consommation de 0,6 à 1,1. Encore une fois, hein, je vous ai dit les conditions, mais c'est une année avec un investissement négatif, et un solde commercial qui ne sera pas brillant non plus. Voilà. Et la projection 2025-2026, donc on y est, ce sera mon dernier mot. Un petit peu volontariste, je dois vous l'avouer, qui s'appuie sur une poursuite de la baisse du taux d'épargne et une normalisation des prix et des taux d'intérêt. Voilà, on aura le temps d'en reparler. Je laisse la parole à Philippe pour basculer sur les marchés automobiles. Merci Eric. Donc, nous commençons par le marché du neuf avec une augmentation du marché du neuf qui est de 11% sur les 2 premiers mois, 13% en février.
Donc là, il y a une partie, non, il n'y a pas encore d'effet du leasing social. Le leasing social, ça joue sur les commandes, mais pas encore sur les livraisons. Mais, enfin, voilà, donc le marché. Un Ça petit peut peu. commencer un peu, il y avait des stocks, on a Ouais. montré. Ouais. D'accord. Donc voilà, donc l'année commence à la Toujours, je hausse. crois, hein, surtout. Alors, au niveau des commandes, nous y voilà. Donc en janvier, on en avait déjà parlé, on avait une très forte hausse des commandes qui, pour le coup, était nettement liée au leasing social. En février, c'est moins le cas. Bon, le leasing social s'est arrêté le 12, je crois, ou 14. 14, Je crois que c'est jour de la 14. Saint-Valentin. Ouais. D'accord. Voilà, donc C'était le cadeau. néanmoins, on est à plus 10%, donc plus 25% sur la globalité des 2 premiers mois 2024. Ce qui fait que quand on regarde le portefeuille de commandes, donc vous êtes habitué à cette planche, hein, c'est l'écart entre les commandes et les immatriculations, qui sont les barres orange et bleu en bas. Donc orange, ça veut dire qu'il y a plus de commandes que d'immatriculations, et bleu, c'est l'inverse. Et vous avez en haut la courbe qui matérialise le cumul de tout ça. Bon, c'est relativement théorique, hein, parce qu'il peut y avoir des fausses commandes, des commandes annulées qui ne sont pas comptabilisées, etc., etc. Mais bon, globalement, on a un portefeuille de commandes qui est probablement encore assez important et qui vient de monter du coup ces 2 derniers mois avec les commandes leasing social. Dont peut-être certaines seront annulées. C'est ce que... A priori, effectivement, comme on parle de 80 000 commandes et peut-être 50 000 dossiers, il y aura peut-être un impact négatif par la suite. Ouais. Ouais. Là, c'est l'INSEE qui publie un indicateur sur les intentions d'achat automobile. Et bon, la bonne nouvelle, depuis un peu plus d'un an, on est quand même sur une tendance qui est assez fortement positive. Donc, espérons que ça va se concrétiser. Moins 74, comment tu lis ce chiffre? Alors ça, c'est la différence entre les gens qui souhaitent quand même une intention d'achat et les gens qui n'ont pas d'intention d'achat. D'accord. Donc c'est toujours négatif parce qu'il y a toujours plus de personnes qui comptent pas veulent acheter que de acheter. personnes qui comptent acheter, Ceux bien qui ont sûr. déjà acheté. Donc Déjà. voilà. Mais bon, Ok. l'intérêt, c'est plutôt de voir ça dans la C'est une évolution. dynamique. D'accord. Ouais, c'est dynamique, absolument. Ouais. Ok. Alors, quand on regarde les chiffres par canal, on est globalement relativement cohérent avec ce qu'on avait l'année dernière. Vous voyez, vous avez les petits pointillés qui représentent les ventes par canal de l'année dernière, l'année 2023, et les traits pleins qui montrent pour chacun de ces canaux les ventes 2024. Vous voyez, pour les particuliers, c'est à peu près la même chose. Pour les sociétés, c'est à peu près la même chose. Les véhicules de démonstration aussi. Et la seule chose notablement différente, c'est les loueurs courte durée qui ont fait 2 bons mois, on va dire, en janvier et en février par rapport à ce qu'ils étaient l'année précédente. Avec une très grosse croissance, même puisqu'on est à 80%. Mais on reste quand même bien en dessous, on part de ce que ça a été. C'est un retour à la normale, je pense. Ouais. Oui, effectivement, là, les dernières années, on était sur du 9%, 10%, 8%. Voilà. Alors, concernant les énergies, donc, bon, les tendances, évidemment, se poursuivent, hein. L'électrique est à 18% sur le mois de février 2024. Bon, le diesel continue sa chute à 7%. L'essence, bon, qui s'était pas mal stabilisée, recommence à baisser. Et en fait, c'est l'hybride non rechargeable qui commence à être une des valeurs fortes, on va dire, du paysage des ventes automobiles. Avec l'arrivée des constructeurs généralistes aussi. ouais. Donc ça devient en fait la référence finalement pour les années qui viennent en attendant l'électrique. C'est de l'essence en fait. C'est de l'essence améliorée. Voilà. C'est de l'essence améliorée. L'essence moderne. Voilà. Et donc l'électrique à 18%, bon, c'est plus bas que la fin d'année, mais la tendance est toujours à la hausse. Et donc, on avait déjà soulevé la différence très forte entre les différents canaux, puisque l'électrique est à 27% chez les particuliers, mais seulement 13% chez les sociétés. Le leasing continue d'augmenter. Là, en début 2024, on est à 58% de leasing sur les 2 premiers mois, ce qui est sensiblement supérieur à l'année dernière, on était à 54%. Donc en fait, on se place dans la continuité de cette courbe là, qui était à 21% de leasing en 2015 et qui, tous les ans, gagne 4-5 points. Et donc là, on est autour de 58%.
Et le phénomène intéressant aussi, c'est la diffusion progressive aux véhicules d'occasion de ce leasing, surtout bien sûr aux véhicules d'occasion récents. Donc on voit que sur les véhicules de moins d'un an, on est à 32%, sur les véhicules de moins de 2 ans, à 13%. Et bon, au global des VO, on est seulement à 3%, mais c'est normal, maintenant on a plein de vieux VO qui évidemment ne sont Plus de la pas du tout moitié à 15 éligibles, ans. Donc... pas du tout éligibles au leasing. En tout cas, grosse opportunité de croissance sur le VO en C'est leasing, clair, ça c'est ouais, clair. c'est clair ça. Et on va évidemment continuer à en parler dans les mois et les années qui viennent. Toutes ces courbes-là vont clairement augmenter. C'est un moyen de rendre plus accessibles les véhicules électriques récents qui arriveront, qui arrivent d'ailleurs maintenant en occasion. J'imagine que ce qu'on voit sur le neuf, le véhicule électrique est trop cher, ou qui est bien plus cher pour certaines catégories de population, bah ça se reporte sur le véhicule d'occasion. Nous, ça nous paraît assez inéluctable que le leasing sur l'occasion récent et d'âge intermédiaire, hein, jusqu'à 6-7 ans, 8, va augmenter fortement. Ce qu'on imagine effectivement, et pas que sur l'électrique, c'est d'avoir entre 2 et 3 vies d'un véhicule en leasing, d'avoir effectivement ces 2 ou 3 cycles, on n'y est pas encore, mais c'est clairement la tendance. Il n'y a pas de raison que les clients neufs soient intéressés par ce type de formule et que ce ne soit pas le cas pour un véhicule d'occasion dont la partie de dépréciation a déjà été gommée par le neuf. Donc, Bien sûr. Absolument. C'est aussi l'intérêt des vendeurs qui fidélisent les clients, etc., etc. Donc, c'est tout le l'intérêt monde, des clients et des vendeurs. Donc, Et tout puis, le monde. bah, ça solvabilise ce que disait Eric, quoi. Donc, c'est ça où c'est plus vieux comme ouais, véhicule. mais ça y intègre aussi des contrats de service et des prestations. Donc, c'est aussi tout ça qui est une attente client, hein. Ouais. Le podium des marques pour ce mois-ci. Pas vraiment de changement par rapport au mois dernier. Donc, on a début 2024 Peugeot, Renault et Dacia qui sont les trois marques du podium des ventes au global. Et quand on fait le zoom sur les particuliers, les ménages, et ben là, c'est Dacia qui est assez clairement en tête, à 18%, 18% des ventes. Bon, on a une belle symétrie quand même entre Renault et Dacia, hein, la courbe orange de Renault et la courbe violette de Dacia. Je ne sais pas si c'est bon signe pour le groupe Renault, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se présente. Et on a Tesla qui est quand même dans le top 10 des ventes aux particuliers. Le marché de l'occasion commence à la hausse en 2024. On est à plus 4% sur les 2 mois, plus 6% en janvier, en février. Bon, on remettra à jour une prévision pour 2024 prochainement des ventes de VO. On ne l'a pas encore fait. Et également, quand on regarde la part des entreprises dans les achats de VO, on en a déjà parlé, donc on a une très très forte croissance sur les années 2020 à 2023 de la part des entreprises dans les achats de VO. Et on voit que ça s'est stabilisé en 2023, que là, donc au global, c'est la courbe grise. On est à peu près 5% des achats de VO qui sont des achats par les entreprises. Et les pourcentages sont logiquement bien plus élevés pour les VO récents. On y croit beaucoup avec les hybrides rechargeables, les électriques aussi. Aujourd'hui, il y a une différence de typologie entre l'acheteur VN et l'achat VO. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, en société, beaucoup achètent des hybrides rechargeables et en particulier, effectivement, Oui. moins d'intérêt aujourd'hui. Donc, on pense aussi vraiment à une grosse augmentation future des ventes de véhicules d'occasion aux entreprises. Sur l'électrique ou sur les... Hybride rechargeable et électrique, et puis aussi à cause des taux d'intérêt, hein. Donc globalement, aujourd'hui, celui qui veut maintenir son budget ou change de catégorie ou passe au véhicule d'occasion. En tout cas, je pense vraiment une tendance de fond aussi. Et on réactive un peu le stock de VO récents, hein, avec les loueurs. Puis après, on relivre des voitures, on livre du portefeuille, donc on reprend des autos et ça réalimente effectivement les stocks VO. Voilà, donc les stocks VO justement donc sont revenus à leur niveau d'avant-crise Covid, hein, au global en tout cas. C'est la grosse cheminée orange que vous voyez là à gauche, à comparer au stock de décembre 2019. Donc on est vraiment sur les mêmes ordres de grandeur. Après, quand on rentre dans le détail des âges, ça ne se présente pas tout à fait pareil et c'est logique puisqu'on a eu des marchés du neuf très très faibles ces 3-4 dernières années. Et fatalement, donc on a beaucoup moins de VO récents de moins de 2 ans dans les showrooms. Le marché du VUL
Lui commence l'année assez fort aussi. On est à plus 17% en février, plus 12% sur les premiers mois. Bon, il faut dire que le marché avait quand même beaucoup, beaucoup baissé ces dernières années. Donc là, on est plutôt dans du rattrapage. Vous voyez que le niveau de 2019 qui apparaît là en pointillé léger est quand même très, très au-dessus de ce qu'on voit aujourd'hui. Voilà, alors on a pas remis les prévisions ce mois-ci, on les mettra le mois prochain, mais on est toujours sur une prévision à 1,8 million, donc stable en 2024 de véhicules neufs. Et puis donc, comme je le disais, on reparlera de prévision du marché de véhicules d'occasion prochainement. Ouais. Aujourd'hui, on a sur les prévisions un marché qui a mieux fonctionné que ce que nos projections prévoient. Mais on va éviter l'effet girouette. L'effet girouette, c'est un mois bon, on change à la hausse, un mois mauvais, on change à la baisse. Donc, on ne bougera pas avant au moins le deuxième trimestre, voire la fin du premier semestre. Le leasing social explique en grande partie le fait que le marché ait fonctionné un petit peu mieux qu'avant. On a ce portefeuille à purger qui l'explique aussi. C'est vrai pour le neuf, c'est vrai pour l'occasion. Hein, on a une projection de marché d'occasion qui est en très faible croissance aujourd'hui dans la projection. Or, il a fait un petit peu plus depuis le début de l'année. On est conscient que le marché fonctionne un petit peu mieux que notre prévision, mais on tient nos nerfs et pour l'instant, on ne bouge pas. Et si tu tenais pas tes nerfs, tu dirais quoi? On n'a pas fait tourner les modèles, on n'a pas projeté, donc on est trop sérieux chez Seaways pour faire des projections à l'intuition. Donc, Bon. on écoute les acteurs pour commencer. Christophe, à qui ça va être Tiens, le tes tour. nerfs, hein, dis donc. C'est bien. Ça me paraît sage, effectivement, de ne pas faire la girouette à fond à droite, à fond à gauche. Il y a du conjoncturel de début d'année qui va peut-être pas se transformer en structurel, on est d'accord. Si c'est Exactement. une opportunité, ça veut dire que c'est décalé, c'est ça, l'idée. Oui, en tout cas, je pense qu'on ne peut pas projeter janvier-février sur 2024. Ouais. Oui, voilà, exactement. Après, Florence, on a quand même l'impression que le marché ne baissera pas. On va le dire comme ça. Ouais. Ne serait-ce que par le portefeuille, ça c'est sûr. Ouais. À vous, Christophe. On passe à la troisième partie avec notre invité. Avant de laisser la parole à Christophe et à Florence, je projette Et aux auditeurs qui peuvent poser des les questions. éditeurs, absolument. Si vous en avez d'avance, vous pouvez y aller. Je commence juste pour planter un peu le panorama par poser quelques chiffres euh, concernant les ventes de Volvo. Donc Volvo en France aujourd'hui, c'est un peu plus d'1% des ventes au global. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est assez différent suivant les canaux de distribution. En fait, on a une meilleure performance sensiblement sur les sociétés que sur les ménages. Voilà. Tu restes dans les marques premium, ça en général. Oui. L'écart, il est important. Oui, quand vous faites l'analyse, encore une fois, c'est vraiment le premium. Les marques premium sont en général plus fortes, c'est effectivement, très sur la partie société. Aussi avec l'impact des valeurs résiduelles ou ce genre de choses. Donc ça, c'est C'est quelque parce chose que qu'on trouve un peu partout. les particuliers, ils ne calculent pas. Non, mais les particuliers, on n'est pas obligatoirement les mêmes fiscalités, pas obligatoirement les mêmes impacts. Et puis, à un moment, il y a aussi l'investissement et la mise de départ. Donc, c'est vrai que ça a toujours été 60% globalement sur la partie B2B et 40% en particulier. C'est la voiture de fonction, quoi. C'est Ouais. l'acheteur type. Ouais. Alors après, la chose très notable sur Volvo, et ça va introduire la suite, c'est le pourcentage des ventes en électrique, qui est déjà à 25%. Des livraisons électriques. Des livraisons? On est en IMAT. Oui, Ouais, non, mais des ventes. quand on dit les ventes, parce que pour nous, en commande, on est à 40%, on en parlera tout à l'heure. Ah, Donc, d'accord. effectivement, il y a une Non, vraie c'est différence entre c'est les immatriculations et les commandes. Et Ouais. donc, nettement au-dessus du marché Mhm. qui est à 17. Ça, c'est 2023. Hein. Ouais. C'est pas le début 2024, c'est 2023. Le leasing au ménage, on en a parlé tout à l'heure, 54% pour le marché, 55% pour Volvo, donc c'est tout à fait comparable. Et l'âge moyen des acheteurs, donc là c'est les acheteurs particuliers, bien sûr, les véhicules de fonction, on ne les voit pas. Les acheteurs particuliers ont 55 ans et c'est pile également la moyenne du marché. Voilà. Donc l'effet notable, c'est la surreprésentation des sociétés et l'électrique sensiblement plus fort que le marché. Je vais commencer par une première croisade. Vous n'avez pas parlé de ce chiffre en haut, là, les tactiques. Oui. J'aime pas qu'on appelle ça les tactiques.
D'accord. Ah, tactique, c'est de l'intelligence quand même. Ah non, mais oui, donc ça peut être tactique, mais ce qui est tactique, parce qu'il y a souvent effectivement cette lecture de se dire c'est pas normal de faire ces canaux-là, parce que c'est des canaux tactiques. Non, alors, Ce qui est tactique, c'est d'abuser de ces canaux. alors tactique, le sens que moi j'utilise, hein, parce que c'est un mot que j'utilise, c'est des immatriculations que le constructeur peut activer. Donc, il peut mener une tactique qui permet de gérer sa part de Oui, marché. sauf que les courtes durées, c'est pas du jour au C'est pas lendemain. Non, mais je dis pas que c'est négatif, mais souvent, c'est effectivement une appellation. Ouais. Et il y a eu des Non, c'est moments, on parce va que être clair, où il y a eu des générations de business liées à ça. Pour moi, ce qui est tactique, c'est d'abuser des démonstrations, c'est d'abuser des courtes durées. Il y a un besoin de faire essayer des voitures en concession, il y a un besoin de loueurs courte durée, et c'est un des plus gros marchés en Europe, la courte durée. Donc, il ne faut pas toujours avoir la lecture. Souvent, on lit ces choses-là, de se dire, tiens, il y a une augmentation des ventes tactiques, donc il y a un truc bizarre. c'est des fausses ventes. Parce là où il y a des fausses ventes, c'est là qu'elles se passent, mais toutes ces ventes-là ne sont pas des fausses ventes. Pour finir sur les tactiques, c'est vrai que il y a des véhicules de démonstration dedans et sur une marque qui fait peu de volume, finalement, c'est un point important. Oui, Donc, et surtout aussi quand tu as un élargissement des nouveaux produits, enfin quand tu as Oui. des nouveaux produits, ça augmente aussi ça. Et encore une fois, c'est les démonstrations et les véhicules de courte durée. Et les véhicules de courte durée, ce qui est toujours important, c'est de regarder la pénétration à l'intérieur de ça. Il ne faut pas faire plus de 10% de ses ventes en courte durée, sinon ça devient tactique, ça on est effectivement d'accord. Mais effectivement, c'est une partie de cet abus. Voilà, voilà. Et c'est Je bon laisse pour la toi. parole. Bon, merci, merci Allez, assez Christophe. parlé. Donc, on a démarré déjà la discussion avec la discussion sur les chiffres. Juste pour prolonger, le premier trimestre, enfin presque premier trimestre, les véhicules, la part des immatriculations électriques, elle est encore plus haute. Elle est plus de 60%. Oui, bon, alors là, il y a Comment ça se fait? Bon, globalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a pris 40% de nos commandes l'année dernière en véhicules électriques, surtout grâce au lancement et à l'accélération de l'électrification grâce à EX30. Donc EX30, qui est notre BSUV, est arrivé en juin, et on a pris 3500 commandes de EX30 qui ont été majoritairement livrées dans ces premiers mois. Les premiers véhicules sont arrivés en janvier, donc les 60% sont liés effectivement à ce portefeuille livré en électrique. On sera pas à 60% en livraison cette année. On peut, enfin, c'est des véhicules qui ont eu le bonus jusqu'à. C'est des véhicules qui ont eu le bonus jusqu'au 15 mars, ouais, c'est ça, exactement. Et donc jusqu'au 15 mars, donc là, ça y est, elles sont toutes passées. C'est ça. Il y a eu une grosse course logistique pour livrer ces voitures, un gros effort du réseau aussi pour immatriculer ces Et ça autos. s'est bien passé parce que est-ce que toutes ont pu être livrées à le temps? 94%. Donc, c'est toujours ces passer pour les chiffres-là. autres? On protégera ce qu'on avait effectivement dit parce que le client n'en est pas responsable. D'accord, ok. Et donc, juste pour finir sur ce mouvement un peu d'excitation sur le début d'année, il y a eu une solidarité européenne qui a fait que la France a eu ses voitures. Ouais, on avait initialement la moitié de la production qui était prévue et les autres pays ont joué le jeu et on a récupéré le double de la production initialement prévue pour que ces voitures soient effectivement livrées. D'accord. Et donc là, on va revenir à un rythme. Un rythme fort, mais pas effectivement à ce niveau. J'avais mis un timer pour toi. Ah bah, Tu tu vois, vois. ça a été. T'en as mis un pour nous aussi ou... Je ne sais pas parce qu'après, c'est timing global. Donc, excusez-moi pour la sonnerie. Oui, alors donc le sujet, c'est comment on devient une marque 100% électrique. Ça agite quand même beaucoup l'industrie automobile. Et on l'impose à tout le monde en 2035, mais Volvo s'est mis le challenge de 2026. Donc, c'est. Ma première question, c'est comment cette décision a été prise et puis pourquoi si vite? Alors, en Europe, la décision a été prise en 2021. Donc en 2021, Håkan Samuelsson a Mais déclaré. la loi n'était pas vous. Non, c'est pour ça que, on va en parler. Donc 2021, l'Europe a décidé en 2030 pour Volvo d'être 100% électrique. Au même moment, nous avons décidé en 2021. L'Europe, c'est pas Bruxelles, c'est l'Europe Volvo. L'Europe Volvo. Donc, Volvo a décidé globalement d'être 100% électrique en 2030 et la France, nous, on a été volontariste. Alors en 2021, on avait même annoncé 2025. Puis après, il y a eu la situation des semi-conducteurs qui nous ont fait décaler 2026. Et pourquoi ça a été fait? Et je pense que c'est un point important qui va un peu dicter la conversation qu'on va avoir là. On ne le fait pas parce qu'on est obligé, on le fait parce qu'on est convaincu. Et ça change pas mal de choses dans tout ce qu'on va effectivement déployer. C'est un choix risqué, c'est un choix fort de faire ce genre de décision. Mais le point était de se dire, si on veut le faire bien,
c'est difficile d'être multispécialiste. Moi, en général, quand je fais repeindre les murs chez moi, j'appelle pas mon boulanger, j'appelle un peintre. Donc, si vous faites de l'électrique, vous faites de l'essence, vous faites du diesel, vous faites un peu de tout, c'est difficile de tout faire bien. Donc, la décision était assez radicale de se dire, pour nous, en tout cas, cette décision de l'entreprise, ce qui est important et la vision de l'avenir, c'est l'électrique. Donc, on y va franchement et on y va carrément en se mettant, encore une fois, 100% du poids du corps sur ces véhicules électriques. Donc, depuis 2021, partagé avec le réseau en 2021 pour effectivement accélérer encore un peu plus le 2030 européen et le transformer en 2026 en France. Mais ça, 4 ans d'avance par rapport à l'Europe, c'est beaucoup. Est-ce que la gamme, elle sera la même? Est-ce que Non, ça, tous les véhicules ne seront pas non, lancés? Donc, on en perd. ça change beaucoup de choses. Alors, bon, il faut aussi garder à l'esprit que, par exemple, le Volvo avait déjà annoncé en 2020 l'arrêt du diesel sur XC40. Donc, et je me souviens que ça avait fait aussi un peu parler à ce moment-là. 2020, c'était très tôt, hein, et on a produit notre dernier véhicule diesel le mois dernier pour le monde. Donc, il y avait des décisions radicales qui avaient déjà été prises. Maintenant, c'est super facile de l'écrire, de se dire, allez, on va être 100% électrique en 2026, mais ça demande effectivement beaucoup d'étapes. Ça demande beaucoup de changements, ça demande d'anticiper. On va souvent effectivement en Oui, on va reparler. en parler en Mais détail. oui, c'était effectivement un impact assez fort. Et on a voulu anticiper et préparer, entre guillemets, le terrain pour arriver vers là. Et effectivement, 4 ans, c'est beaucoup de différence. Tu posais la question en termes de produits. Et ce qui était encore plus visionnaire, je dirais, en 2021. 2021, on vendait en France 1% d'électrique. On venait de lancer notre premier véhicule électrique là-dessus. Donc, quand on fait 1% des ventes en électrique et qu'on se dit, allez, dans 4 ans, ce sera 100%. Donc, les produits, donc aujourd'hui, c'est 4 véhicules, c'est UX30, c'est C40, c'est XC40, c'est UX90. Et puis, chaque année, on va lancer un produit additionnel en électrique. Donc ça, c'est le calendrier. Donc chaque année, donc EX30, c'est 2024. Qu'est-ce qu'on aura en 2025? Des belles surprises. Non, Mais et en 2026? on aura, pour l'instant, on va continuer à se développer autour des gammes 90 en électrique, sûrement cette année, des gammes 60 sûrement l'année prochaine. Le point qui est important, c'est qu'il n'y aura plus, depuis le lancement de XE30, un lancement autre qu'électrique. Oui, pour être 100% en 2026. Mais On est quand même au pied du mur. ça là, veut dire presque. aussi, sachant que la production, elle n'est pas faite que pour la France, elle est faite Oui. pour le monde, entre guillemets. Donc, même là-dessus, même pour 2030, l'anticipation est de se dire, les nouveaux produits, ils sont 100%. En Europe, il restera des produits micro-hybrides et des produits hybrides rechargeables pour d'autres pays, mais tous les lancements produits sont 100% électriques. Juste une petite aparté, mais est-ce que ça s'est rendu possible parce que la France, c'est un marché où la marque a plus de potentiel qu'elle a d'allocation ou pas? Parce que il me semble que Volvo pourrait, si les produits étaient dispo, faire plus. On a une vraie volonté. En même temps qu'on a annoncé cette volonté d'être 100% électrique, on a annoncé le fait qu'on voulait doubler nos ventes en France. Donc, la feuille de route, elle est effectivement communiquée. C'est passé en 2026 à 30 000 véhicules en France. Donc, c'était un plan qui se servait aussi de cet élargissement du produit. Mais donc, un plan assez, je dirais, volontariste, aussi bien en volume qu'en Parce énergie. que EX30 ajoute une couverture de marché de combien? Quasiment 40% de plus que ce qu'on avait aujourd'hui, parce que c'est le deuxième plus gros segment, le BSUV. Ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que sur le BSUV aujourd'hui, il n'y a pas de premium électrique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'électriques en généraliste, il y a beaucoup de BSUV non électriques, mais nous revendiquons d'être le premier BSUV premium électrique sur un segment où effectivement l'électrification commence juste, entre guillemets, on va dire, avec les produits. Donc, c'est sûr qu'il y a une grosse partie de la croissance qu'on imagine sera grâce à cet élargissement de gamme et de couverture de gamme dont tu parles, donc quasi 40%. Avec une nouvelle clientèle ou bien des clients qui Non, majorité. Alors, on va faire ils seront passer sur plus tous petit? bienvenus, que ce soit des clients possesseurs de Volvo ou de la conquête, mais on imagine effectivement une majorité de conquête. On imagine aussi sur le XE30, et c'est ce qui a été le cas des premières 3500 commandes prises l'année dernière, beaucoup plus de particuliers que d'entreprises, parce que c'est un segment, encore une fois, le BSUV, sur lequel le particulier est plus présent. Donc aussi, redécouvrir un segment sur lequel nous n'étions pas, plus de particuliers et plus de complexes, donc ce qui demande effectivement aussi pas mal de changements d'habitude. Alors, le business model du véhicule électrique est différent. Moi, j'avais écrit un article il y a longtemps disant que on serait 100% Internet.
avec des agents et plus de concessionnaires. Ça, c'est quelque chose qui a bougé dans le temps. Oui, encore une fois, je pense à un moment, il y a eu cette déclaration qui avait pour volonté de se dire il faut Il qu'on fallait marquer un accélère. grand coup, quoi. Il fallait qu'on accélère sur la digitalisation. Je pense qu'effectivement, la traduction qui en a été faite n'était pas obligatoirement la bonne et ça a été bien réexpliqué par la suite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous voulons pouvoir proposer à un client qui veut acheter une Volvo de pouvoir l'acheter là où il veut. Alors j'ai regardé sur le X30, le site, il s'inspire beaucoup de Tesla, hein. C'est un graphisme simple. Oui, oui, non, On sélectionne. la tendance, elle est Je dis pas que c'est effectivement. copié, hein. Non, mais puis encore une fois, c'est un vrai succès Tesla, donc Mais, copier des trucs qui marchent, c'est pas gênant. c'est Euh, simple, alors que souvent les configurateurs sont compliqués. Alors, c'est pas lié à la digitalisation, mais c'est aussi lié au fait que on a besoin de plus en plus de pouvoir livrer rapidement. Et sur le BSUV, sur ce type de segment, on s'est dit que d'avoir moins de configurations permet effectivement d'avoir plus de rotation des stocks, plutôt que de devoir faire que des commandes à l'usine et devoir faire ses particularités. Donc le parti pris, bon déjà, chez Volvo, 100% des éléments de sécurité, c'est en série dès le premier niveau, et on a mis beaucoup d'équipements dès le départ. Par exemple, Déjà, de toute façon, merci Bruxelles, hein, il faut en mettre beaucoup. oui, oui, alors déjà, il faut qu'on ajoute pas mal de choses, mais même pour des équipements de confort, je dirais, Mm. ou de. De premiumisation. Ouais, ouais, c'est ça. Donc de mettre effectivement beaucoup de séries et avoir peu de packs ou d'options Mhm. pour effectivement simplifier les rotations et Mhm. simplifier le choix aussi pour les clients. Pour revenir sur cette partie digitale, encore une fois, si quelqu'un veut acheter un véhicule en ligne, on veut qu'il puisse le faire chez nous. Si quelqu'un veut acheter dans le réseau, bien évidemment, il continuera à le faire dans le réseau, ce sera la majorité des commandes. Euh, et encore une fois, on va être clair, ce n'est pas les marques qui vont décider ça, hein. C'est ce que Oui, je c'est dis le aussi client, au ouais. réseau. À la fin, le client achètera là où il trouve un intérêt. Notre métier, par contre, et c'est aussi une discussion où on a un gros plan de transformation avec le réseau, c'est qu'il faut qu'on ait une plus-value. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une plus-value sur le site qui fasse que le client a un intérêt de venir sur le site. Le plus-value, il est évident aujourd'hui, Sur le hein, site, c'est sur on parle la concession. la Sur la concession. concession, pardon, tu as raison de me. Parce que Oui, oui, non, mais tu as raison. Donc, aujourd'hui, un véhicule automobile, ça reste un gros choix. Il faut l'essayer, il faut le toucher. on Donc, a vu avec le Covid, hein, que finalement, le oui, il client. y avait un peu d'inertie et ça pouvait effectivement se faire, mais les clients veulent toucher ces Oui, produits, les clients veulent avoir une aventure, enfin une expérience humaine là-dessus. Et le véhicule électrique, il rajoute quelque chose qui a besoin de réassurance. Mhm. Et ça, entre guillemets, ça se fait mieux en relation directe, je dirais, avec un vendeur. Donc, encore une fois, la majeure partie des ventes continueront bien évidemment à se faire dans les réseaux. Mais si un client veut le faire ailleurs, il pourra le faire. Mhm. Et Eric, Excusez-moi, on on a a une première question oh, là de Philippe, pardon. Vittel, de Excuse-moi. Serge Cometti, qui demande quel est le pourcentage actuel de ventes directes sur Internet et quelles sont vos prévisions? Donc aujourd'hui, zéro en France. Donc aujourd'hui, nous ne vendons pas en direct sur Internet. Les seules ventes qu'on fait en direct, c'est le loueur courte durée. On prépare Mais nos. en direct, ça peut aussi être le client fait sur le site l'intégralité de la vente et ça passe par le réseau. Aujourd'hui, la majorité des clients qui viennent dans le réseau sont des clients qui ont commencé leur parcours, Mhm. bien évidemment, sur le configurateur, beaucoup issus de leads, mais effectivement, la négociation et la reprise, parce qu'il y a ça aussi dans la digitalisation, hein. Pas qu'on oublie qu'il y a une reprise d'un véhicule et que ça, c'est difficile de. C'est pas aussi facile de le gérer de manière digitale. Donc aujourd'hui, encore une fois, 100% des ventes sont signées en concession, avec un parcours qui a majoritairement commencé effectivement par le digital. Les clients arrivent de plus en plus, je dirais, préparés et informés, mais sur l'électrique, ont besoin, encore une fois, encore plus d'avoir ces Et accompagnements. alors, si je fais mon achat, mon parcours sur Internet, j'arrive dans une concession, les outils vendeurs, ils ont accès Oui, à ma configuration, c'est ça on le. récupère effectivement la Ouais, configuration que tu as faite. On récupère aussi si tu as repéré un véhicule en stock qui t'intéresse, quand on arrive, on sait que c'est ouais, celui-là qui t'intéresse et ok, ok. ça facilite effectivement le point. Et donc, il y a un plan de déploiement, enfin, un objectif de vente sur Internet par rapport à. Oui, dans quelques années, c'est pas la priorité numéro un, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, le marché n'est pas demandeur de ça. Ouais. Donc, encore une fois, quand les clients seront demandeurs de pouvoir le faire en ligne, ils pourront le faire en ligne. Mais c'est pas différent sur l'électrique que sur autre chose au final. Mhm, mhm. Mais là, on ne peut pas faire son financement, on ne peut pas faire sa reprise, Non, mais c'est non. prévu, Oui, 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 c'est des outils qui sont qui effectivement sont développés. en train d'être Ouais. développés. D'accord, ok. La rémunération du réseau, elle ne change pas.
Elle changera? Pas de différence. Non, non, elle changera un jour si on change le contrat un jour, mais c'est encore une fois pas à l'ordre du jour. Le point quand on parle de l'économique, par contre, et ça je vais l'élargir plutôt du côté constructeur, il faut savoir que sur un véhicule électrique aujourd'hui, les constructeurs ont moins de marge que sur un véhicule thermique ou hybride rechargeable. Ça peut expliquer aussi des lectures du marché aujourd'hui. C'est-à-dire que globalement, on est dans des nouvelles technologies, dans des technologies sur lesquelles on investit beaucoup, des technologies qui sont encore chères, effectivement. Donc, c'est des vrais choix radicaux Il pour faut un dire constructeur. qu'il n'y a plus de bénéfice du bonus. Alors, Sur, on l'a sur la gamme 40, mais je parle en ouais. globalité, aujourd'hui, en tout cas, on a des marges plus basses sur les véhicules électriques, quels qu'ils soient. Parce qu'encore une fois, des nouvelles technologies, des technologies sur lesquelles il n'y a encore une fois pas d'amortissement. Donc, c'est des choix encore plus radicaux des constructeurs de se dire on y va, tout en sachant qu'aujourd'hui, économiquement, on n'en a pas obligatoirement l'intérêt. Mais on est convaincu que c'est bon pour la planète, parce qu'il faut quand même garder ça à Après, la on tête. se fabrique aussi sa masse comme ça, hein, de volume. Oui, oui, et puis on veut pouvoir montrer au marché qu'on est, nous, prêts plus vite et qu'on veut être effectivement l'expert de cette transformation. Mais c'est effectivement un point qui est important et qui nécessite encore une fois je dirais, d'aller en Donc, psycho. ce que tu veux dire, c'est qu'il y a un ajustement. Le constructeur a moins de marge, le réseau aussi. Non, pour le réseau, Non, il n'y a pas une grosse différence aujourd'hui. mais il y aura. Non, non, encore une fois, de toute façon, un réseau doit trouver un équilibre économique. Donc, il n'y a pas de raison, entre guillemets, que ça change pour les réseaux. Euh, mais effectivement, ça demande des efforts pendant effectivement quelques temps pour arriver à ces transformations. Mhm. Alors, c'est une question, je pense, je vais répondre rapidement, mais le changement de la réglementation éventuelle ne va pas changer la stratégie, puisque là, on parle, tout le monde espère, sans le vouloir vraiment, hein, que le 2035 soit repoussé. On en discute en tout cas. Ouais. Est-ce que là, on a vu que la France n'a pas baissé en part de véhicules électriques parce que il y a quand même eu le leasing, Mm. mais en Allemagne, ça dévisse. Il y a un buzz qui dit que ça ne va pas monter, qu'on sera au taquet à 30%. Qu'est-ce que tu penses de ça? Euh, Déjà, il faut garder, enfin, encore une fois, je le dis, on le fait parce qu'on est convaincu, on ne le fait pas parce qu'on est obligé. Le deuxième point, c'est qu'il faut garder en tête pourquoi on le fait. C'est-à-dire que l'électrique aujourd'hui, c'est l'énergie l'énergie qui permet de baisser l'empreinte carbone. Euh, et c'est pour ça que c'est fait. Et globalement, on entend tout le temps, et c'est la réalité, il faut qu'on baisse nos émissions de carbone, il faut qu'on améliore cette situation effectivement pour l'avenir de notre monde, entre guillemets. Et ça, c'est vraiment une vraie vocation. Donc, c'est pas parce que la règle va changer que le CO2 il va s'arrêter de sortir. Donc, alors on peut le faire parce qu'on est obligé par les lois CAFE, on peut le faire parce que c'est une réglementation. Nous, on le fait parce qu'on pense que aujourd'hui, un EX30, pour donner un chiffre, et ils sont effectivement visibles en détail, c'est 60% d'empreinte carbone plus faible qu'un XC40 et l'essence. Mhm. 60%, c'est pas l'épaisseur du trait. Oui, Hein. il est plus petit. Ok, Si on fait à ISO voiture, on est entre 30 et 40%. D'accord. Donc, ce qui est loin d'être négligeable. Et là, je prends la construction des batteries, la construction de la voiture, 200 000 euros, 200 000 kilomètres. Mhm. Donc, on est sur un vrai du puits à la roue, Ouais. entre guillemets, jusqu'à l'utilisation. Et c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est pas de satisfaire des normes, l'objectif, Oui. c'est de baisser son Alors, empreinte dans le monde je me entier. fais l'avocat du diable, hein. Comme les véhicules électriques sont plus chers, les clients sont plus rares et ceux qui achètent des voitures plus vieilles, les gardent plus longtemps et finalement, au global, Parce que, les émissions de CO2 du parc ne progressent pas. Il y a Toyota qui a quand même fait des simulations, hein, qui dit que si on met tout plus rapidement le parc en hybride, plutôt que de le faire un petit peu en électrique, finalement, on baisse les émissions de CO2 de manière plus massive. Donc, il y a plusieurs points. Là, tu parles des émissions de et je- CO2, du roulage. Il faut je- aussi je- garder à l'esprit que si des véhicules plus anciens continuent à rouler, on n'émet pas de CO2 pour en produire. Donc, je pense aussi que c'est intéressant d'avoir des véhicules qui durent plus ouais, longtemps, parce qu'encore une fois, il y a une grosse partie des émissions de CO2, parce que sont à la fabrication. si on parle que du roulage, à ce moment-là, on a zéro en électrique. Ce n'est pas le cas, parce que pour la produire, on émet on émet du CO2. Donc, encore une fois, pour aujourd'hui régler cette situation mondiale compliquée, il faut aller vers, enfin, la seule solution aujourd'hui, c'est l'électrique. Donc, on y va. Et si ça change juste effectivement une complexité pour les clients. Aujourd'hui, très clairement, c'est très compliqué de comprendre ce qui se passe. On arrête, on y va, on peut plus rouler en ville, on peut rouler en ville. Tout ça, ça crée une complexité qui demande justement une sérénité des spécialistes qui vont vous dire, c'est bon pour ça, voilà ce que ça a comme impact pour vous, voilà comment on vous accompagne. C'est des points effectivement qui sont importants. OK. Qu'est-ce qu'on fait
pour se préparer quand on a décidé, ça en 2021 de passer, 100 électrique en Ouais, 2026? c'est sûrement la question, On repart à zéro. la question la plus importante, ouais, effectivement, vraiment, faut toujours balayer. On a commencé par les gens du siège, parce qu'on se dit, Parce qu'on bah, leur a si on leur nous, a on leur a interdit la voiture thermique? on les a incités à essayer un véhicule électrique longtemps. Parce que essayer un véhicule électrique pour aller jusqu'au restaurant, revenir, on n'a pas vécu ce truc-là. Donc on a fait effectivement, les journées électriques, on l'a fait aussi un peu en suédois, où on a proposé effectivement, à des gens d'essayer longtemps des véhicules électriques, de les inciter à se Essayer recharger sur longtemps, c'est que l'autoroute. c'était leur voiture de fonction, c'est ça? Non, Non? ou même pour ceux qui n'ont pas de véhicule de fonction, d'emprunter. On a mis des voitures au parc, on a dit: «Vous les Oui. prenez, vous partez 3 semaines, on vous paye le péage, on vous paye le restaurant là où vous allez, mais vous essayez effectivement vraiment ça». On est en quelle Heu, année là? Là, on est en 2021, on est début Ah bah, il y a 2021. pas de borne, on peut pas aller, Mais justement, sauf en que week-end à 400 kilomètres quoi. si, tu peux, mais ça a plus de contraintes en 2021 qu'en 2024, ça c'est sûr. Ça c'est Et arrangé donc, ça. de comprendre ce qu'est une carte, de comprendre ce qu'est une borne, de comprendre comment on se branche, parce qu'on a tous eu l'air idiot la première fois qu'on s'est pointé, hein, tiens, il y En a plus, des fois ça marche pas. donc effectivement de vivre ça, de se former aux particularités de l'électrique et globalement à l'écosystème. Mmh. L'écosystème parce que c'était assez rare qu'on réexplique à un client comment faire le plein de gasoil, sauf qu'avec un véhicule électrique, on est obligé d'accompagner beaucoup plus, quelles sont Fournis de les conséquences carte. fiscales, comment on se recharge Ouais, chez soi, en voirie ouais. et sur autoroute. Après on a trouvé donc ça c'est pour l'interne, de, faire des formations, de faire des essais, de vraiment comprendre comment ça marche. Après, c'est de trouver des partenaires justement pour régler ce problème de recharge. Donc, depuis 2020, on travaille avec ChargeGuru et The Plug, pour ce qui est effectivement d'accompagner les clients et Ça, entre c'est de guillemets l'installation de prise à domicile, de bornes effectivement à donc de domicile. borne. Moi, je redis souvent, c'est criminel de laisser un client partir avec un véhicule électrique sans s'être assuré qu'il pouvait se recharger chez lui. D'accord. Aujourd'hui, c'est encore 80 de la recharge, qui se fait effectivement à domicile. Donc trouver effectivement les partenaires pour ça. Puis après, de travailler avec le réseau et à ce moment-là, je parle même pas encore de clients, hein, parce qu'il y avait des clients qui étaient prêts et quelquefois le frein, c'était nous. Mmh. Travailler avec le réseau, les former, les informer, les faire effectivement comprendre cet écosystème et puis après communiquer sur ce genre de choses. Mais ce qui était vraiment important, encore une fois, c'est de basculer l'ensemble. Après, il a fallu aussi se donner des outils. Par exemple, un des premiers trucs, on s'est rendu compte que calculer un TCO pour une entreprise, c'est facile sur un véhicule diesel. Vous mettez la conso, c'est réglé. Un véhicule électrique, selon là où vous le rechargez, le TCO n'est pas le même. Un véhicule hybride rechargeable, là où vous le rechargez et comment vous le rechargez, c'est pas le même. Donc, on s'est construit des choses qui n'existaient pas, qui est un outil de TCO qui tient compte de l'utilisation que vous faites de votre véhicule électrique, là où vous rechargez et quel est votre roulage, qui, encore une fois, peut changer Donc quasi de ça donne des 20%. fourchettes de TCO? Ça permet d'être en Comment face d'un client avec un outil qui dit: «Ah bah, vous allez vous recharger, donc vous êtes, une agence immobilière, vous allez vous recharger toujours à l'agence. OK, vous allez vous recharger à 17 centimes, le» et puis on va travailler avec une autre entreprise qui dit: «Bah, moi, mes commerciaux sont toute la journée sur la route, ils vont charger à 60 centimes». Quel est Mmh. effectivement cet impact? Donc c'est Parce que vraiment un outil ouais, ajustable parce que à c'est la situation. hyper important dans le business model quand même, il faut que la recharge soit pas chère pour que ça passe. Bah, dans tous les cas, quel que soit le prix de la recharge, c'est, intéressant, financièrement, mais ça peut avoir un impact qui peut changer effectivement beaucoup Mmh. selon là où on recharge. Et ça, encore une fois, on a vu avec les gestionnaires de parc et on a vu, on savait vraiment pas et même avec des grosses entreprises de leasing, on savait pas trop faire ce type Mmh. d'analyse. Et donc pour donner confiance aux professionnels, se construire les outils, Mmh. pour pouvoir effectivement Ouais, aller vers ça. il y a des députés, je te coupe, hein, c'est une Vas-y, aparté, vas-y. mais il y a des députés qui ont déposé un projet de loi, une proposition de loi, Mmh. pardon, puisqu'ils ne sont pas dans la majorité, Ouais. pour l'affichage du prix de la recharge aux bornes. Parce que tu arrives à une borne, tu ne sais pas le kilowattheure combien tu vas le payer. Mmh. Est-ce que tu penses que c'est faisable, réalisable, souhaitable? Oui, alors aujourd'hui, on l'a sur les applications, hein, Ouais. on le sait à peu près, mais c'est vrai que c'est pas évident quand tu arrives. Tu arrives, tu Bon, ne sais pas combien ça va te de coûter. plus en plus quand même maintenant, c'est affiché. Moi, je suis très content qu'on soit passé de la minute au kilowatt, parce qu'il Oui, faut savoir que, oui, ça c'est vrai. il y a eu effectivement ce changement-là. Souvent, c'est du kilowatt et des minutes après pour les véhicules en Il y a, ventouses, mais, il y a plus de minutes, plus personne ne facture la minute, parce que c'est possible encore. maintenant, tu fais souvent du kilowatt et une fois que tu as chargé, tu payes le temps que tu restes. Ouais, Pour éviter ça effectivement que c'est les gens bien. en 100% Ouais. chargés restent. Donc ça, c'est parfait parce que avant, ce qui était compliqué, c'est qu'on devait faire des calculateurs pour les clients pour transformer leurs minutes en kilowatts. Ouais. Parce que selon la borne sur laquelle tu allais, il Selon le faudrait. nombre de voitures chargées en même temps. Exactement. Donc maintenant, tu payes au kilowatt. C'est quand même beaucoup plus Ouais, logique, donc beaucoup plus facile à ouais, assimiler aussi. ouais, d'accord.
Je te laisse reprendre le fil de Oui, la donc, préparation. pour la partie effectivement préparation, il y avait aussi devenir des experts fiscaux. Ah oui. Et aussi bien au niveau national, je parle des amortissements sur les batteries, je parle des amortissements spécifiques sur les véhicules électriques, je parle des avantages en nature sur les véhicules électriques, mais aussi régionaux. Parce qu'on s'est rendu compte que des régions rajoutaient effectivement des couches de support, Mhm. le Grand Paris, mais aussi Marseille, mais aussi Lyon, sur lequel effectivement on pouvait avoir des aides. Et on se rendait compte que des clients venaient en face de nous et ne profitaient pas de tous ces avantages-là. Donc, Un rôle de conseiller fiscal, quoi, ouais, mais pour un peu, l'entreprise, en je dis fait. vraiment défriché, hein, parce Ouais, que, enfin, tu le sais, parce que tu passes pas mal de temps aussi pour à lire comprendre les ce genre textes, de choses. oui. Mais vraiment, en fait, voilà, devenir le conseiller de ça, Ouais. et ce que je disais aussi à nos conseillers commerciaux, c'est un avantage parce qu'on redevient des conseillers. Mhm. C'est-à-dire qu'on était sur la fin, on était devenus, il y a 5-6 ans, on était des négociateurs. Maintenant, on est redevenus des conseillers. Parce Mhm. qu'accompagner, c'est quoi le meilleur impact pour vous? Quel véhicule vous avez intérêt à faire? Quel amortissement selon la situation de votre entreprise? Mhm. Donc ça aussi, effectivement, d'arriver à défricher tout ça, Mhm. le décoder et le rendre simple était un Et travail. progressivement, la loi de finances a quand même aidé, par différentiel, hein, puisque les véhicules thermiques, aujourd'hui, ils sont tellement fiscalisés que l'écart, Oui, encore une fois, enfin, je sais pas, je te demande non, mais on va être si clair, le coup de départ, il est toujours fait dans des changements par une incitation pardon, fiscale. ouais. Et là, l'incitation fiscale, même si les entreprises n'ont pas de bonus, ont plus de bonus, Mhm. elle reste réelle par le surcoût du véhicule thermique. Oui, encore une fois, tu as toujours aujourd'hui 4 000 euros de bonus sur un véhicule électrique pour une partie effectivement du marché, Mais plus les euh, entreprises. plus les entreprises. Donc, les entreprises gardent Je- l'amortissement sur les batteries, Ouais. gardent les avantages en nature, gardent Et non pas effectivement, la fiscalité du et non thermique. pas la Donc le fiscalité TVN du différentiel, il thermique. reste. Oui, oui, il reste intéressant. Et puis, il y a D'accord. la loi L'Homme, qui est là aussi, qui Ouais. incite les grosses entreprises, en tout cas, à Ouais. basculer. Donc, c'est pas encore, il n'y a pas encore de sanctions, mais ça Non, se murmure. mais alors, c'est toujours la même difficulté. Les choix d'entreprise, c'est des choix pour 3 ans quand ils achètent une voiture. Donc, eux, effectivement, ils se disent comment il faut que je sois préparé dans ma flotte, parce que c'est pas du jour au lendemain, tiens, je change toute ma flotte. Donc, pas mal d'anticipation de ce côté-là aussi. On a vu les grands comptes sont allés plus vite en électrification que les petites entreprises. Oui, parce qu'ils vont, enfin, c'est la même, ils ont une logique comptable. Alors, ils ont une logique comptable et puis ça facilite la décision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on en discute avec tout le monde, c'est l'électrique, je ne sais pas si l'autonomie, si je peux me recharger. Quand un patron de parc dit je bascule, les utilisateurs, ils ne se posent pas la question est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Ils sont obligés, entre guillemets, ou incités à s'y mettre et on voit qu'après tout se passe bien. Il Mais n'y a donc pas de ça retour facilite le en début. arrière après usage et difficultés éventuelles. Quand on y a goûté, non, non, il n'y a pas de basculement. Nous, le gros point qui était intéressant chez Volvo aussi, c'est qu'on avait beaucoup d'hybrides rechargeables. Et l'hybride rechargeable, c'était vraiment quelque chose qui préparait le terrain à l'électrique. Mhm. Nous, aujourd'hui, depuis 3 ans, 80% des voitures qu'on vend se branchent. Mhm. Donc, ça veut dire qu'il y avait déjà ces habitudes de rouler en électrique, de se recharger. Et donc, ça facilite aussi le passage à l'étape d'après. Donc, qui est de dire, l'hybride rechargeable, c'est un vrai mode de transition. oui, très clairement. Ouais, Très d'accord. clairement. Et on s'est rendu compte, hein, au début, nos véhicules faisaient 50 km d'autonomie. Après, les gens voulaient plus d'autonomie. Et puis après, voulaient repasser à l'électrique 100%. Mhm. Est-ce que dans la préparation, on a oublié quelque chose? T'as oublié? Non. Non, non, Parce encore une fois, que enfin, après, si, on a les effets les collatéraux, effets peut-être, collatéraux. ouais. Voilà. Donc, Et je vois effectivement le temps, et merci de me redire ça. il nous reste Euh, 3 minutes. Et tu as une question. alors, Alors, on va je vais prendre la ouais, question. on fait Attends, la on va question prendre la d'abord. question. Le réseau Volvo continue-t-il à faire les mises en main et l'après-vente des Lynk & Co? Ah, La mise en main, non, parce que les véhicules sont livrés directement dans la aux rue? clients par des jockeys, et l'entretien, les jockeys ramènent effectivement les véhicules qui sont traités effectivement par une partie de notre réseau. Il n'y a pas de rapprochement en ce moment entre Lynk & Co et Volvo? On est totalement indépendant en termes de commerce. Parce que Il y ça a des patine un peu, plateformes, hein. encore une fois, on va se focaliser sur Volvo. Je laisserai D'accord. Lynk & Co se communiquer sur leur stratégie. Mais effectivement, on a effectivement des entretiens des véhicules Lynk & Co dans une partie du réseau, Volvo. Les effets collatéraux, c'est un point important. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui est intéressant pour ceux qui vont rentrer dans cela dans quelques années. Il faut anticiper pas mal de choses. Par exemple, pour les VR, parce que pour les valeurs résiduelles, on était basé sur un modèle qui était basé sur l'historique, et là, on est sur du prévisionnel. Donc là, effectivement, ça a demandé beaucoup et de longues discussions sur cette partie-là. Après, sur le véhicule d'occasion. Les valeurs résiduelles, est-ce qu'elles ont été positionnées
de manière prudente ou bien Ah, au début, ça se cherchait. audacieuse pour baisser la mensualité? Encore une fois, on ne fait pas de tactique avec les valeurs résiduelles, on discute avec des gens qui font ce métier-là, et ça s'est cherché, c'est de dire, est-ce que j'y crois, est-ce que j'y crois pas, quel est l'impact, comment ça va Parce se passer? que Transport et Environnement accuse les loueurs, enfin, Mm. de sous-estimer la valeur résiduelle. Ou surestimé pour baisser les prix, mais Non, non, il trouve que ça va pas assez vite parce que les valeurs résiduelles sont positionnées trop basses. il a fallu encore une fois pouvoir se construire un modèle de valeur résiduelle, et l'impact le plus important vu le timing, c'est l'impact sur l'après-vente. Parce qu'il faut D'accord. aussi se dire ça, l'après-vente, le service, qui est une partie importante de ce que fait le réseau aujourd'hui, là je parle d'économique pour les réseaux et pour ceux qui nous écoutent, globalement c'est sûr que l'après-vente va diminuer à peu près de moitié avec les véhicules électriques. Je crois que la dernière fois qu'on a discuté avec Eric, vos simulations, je crois que c'est en 2030, il y aura 25% du parc en électrique. Chez Volvo, 2030, je crois que 2030, c'est 26% ou un truc comme ça. 2030. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'était ce chiffre-là, je pense, Eric, hein, les 26% en 2030. Absolument. C'est ça. Il confirme. Et, Attends, pas et bien, donc, mais- nous, chez Volvo, en 2027, c'est 50% du parc. Ah oui, Parce déjà. qu'effectivement, on sera les prix. Christophe, le coup près tombe. parle beaucoup. Alors, est-ce qu'on a des questions là On avait une dernière question qui est de Julien Odo, qui dit bonjour Christophe. Polestar va-t-il enfin être distribué par le réseau Volvo? C'est que des questions hors vol. Demandez à Polestar, mais pas prévu en 2024 en tout cas. Ok. Bon, Bonjour Julien, en tout cas. bon, on est obligé de vous quitter. Je vous signale que vous aurez la présentation par mail et le replay à tous ceux qui nous écoutent. Et Christophe, merci beaucoup. C'était passionnant, Avec c'était grand trop plaisir. court. Merci Christophe. Et merci pour ta transparence. Merci à vous, à très bientôt. À bientôt. Merci Christophe. Au revoir. Au revoir.